Donc, bienvenue dans la série qui s'appelle Territoire en conversation. On parle en fait, de sécurité urbaine pour essayer un peu d'en parler différemment puis d'amener d'autres visions, d'autres regards sur cet enjeu qui est quand même beaucoup plus complexe qu'on le pense à première vue. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Marliane Lopez, qui a plusieurs casquettes et je la laisserai se présenter ou être présentée par Leslie et Benoît. Je vais d'abord juste vous présenter. Donc, cette série est portée par Parole d'Exclus, qui est un organisme qui fait de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale par la mobilisation citoyenne. Et donc, on a invité Leslie et Benoît à monter cette série, à inviter des gens pour discuter de sécurité urbaine un peu à travers le territoire de Montréal. Donc aujourd'hui, avant de laisser la parole à Benoît, qui va faire une introduction un peu plus en profondeur, je vais faire le tour aussi de nos invités. Donc, on a Benoît Descaries-Secours, qui est un chercheur au CREMIS, et Leslie Capot, qui est un doctorant en études urbaines. Donc c'est aussi son expertise. Pour nous aider aussi, on a Ridolphe Aristille qui va être là pour tout ce qui est technique. Moi aussi, je serai en appui au niveau technique. Donc, pour toute question qui est en dehors du sujet, du problème technique, on sera là dans le chat pour vous aider. Après, pour ce qui est des questions spécifiques au sujet, je vous invite à utiliser le Q&R qui est en bas. Vous avez juste à cliquer sur le petit icône qui est à côté de lever la main. Vous pouvez écrire votre question. Si, par contre, vous préférez poser votre question vous-même, il y aura un moment, un 10-15 minutes à la fin qui sera dédié à ça et vous pourrez à ce moment-là utiliser l'icône lever la main, on vous donnera la parole. Donc, si vous écrivez votre question dans le Q&R, on considère que vous n'avez pas envie de prendre la parole vous-même et que vous voulez juste poser la question par écrit. Essayez d'éviter d'écrire les questions dans le chat aussi parce que vu que les gens écrivent un peu, les questions peuvent se perdre. Donc, voilà pour la préparation. Je vais laisser la parole maintenant à Benoît qui va prendre le relais. Merci. Bonsoir, merci Maya. Merci à notre invitée Marliane Lopez d'avoir accepté notre invitation à venir discuter avec nous de sécurité urbaine. Je vais prendre la parole pour peut-être résumer un petit peu l'objectif de la série d'ateliers. On est rendu au 5e atelier qu'on organise avec Parole d'Exclus depuis janvier dernier. Pour ceux et celles qui n'étaient peut-être pas présentes dans les derniers ateliers, donc je résume un petit peu notre objectif. C'est d'essayer de questionner les manières dominantes de parler ou de se représenter l'insécurité à Montréal, que ce soit à travers les médias, les experts, les institutions publiques, etc. On a constaté que la sécurité est souvent représentée à partir d'images clichés qui contribuent à stigmatiser certaines populations, puis à devenir même des figures de légitimation du contrôle de ces populations-là qui sont déjà souvent stigmatisées. Donc, avec nos invités qui proviennent de différents horizons, c'est un petit peu l'objectif, c'est de croiser les horizons pratiques, universitaires, communautaires, etc. On essaie de retracer un peu de manière critique le parcours de ces images-là pour les déconstruire, puis essayer de penser la sécurité dans une perspective peut-être plus émancipatrice que ce que nous présentent généralement les institutions publiques et les grands médias. Donc, je vais prendre 2 minutes pour retracer un petit peu la trame des dernières rencontres. Je pense qu'il y a des idées fortes à retenir à partir de chacune de ces rencontres-là qu'on a eues depuis janvier. Donc, en janvier, on a parlé avec Carrie Delva et Jean-Yves Sylvestre du territoire de Saint-Michel et de la catégorie de gang de rue. Puis on a vu comment le gang de rue, finalement, a émergé comme catégorie médiatique dans les années 80 pour légitimer la surveillance policière excessive de certains quartiers dits marginalisés à Montréal. Puis, à partir d'une image, d'ailleurs, selon laquelle le gang de rue serait un type de délinquance nouveau. C'est comme ça que c'était présenté à l'époque, dans les années 80-90. Donc, un nouveau type de délinquance plus violente et plus dangereuse. Et puis, finalement, on s'est rendu compte, à partir de plusieurs études sociologiques, qui ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment de nouveaux phénomènes délinquants, mais que la catégorie de gang de rue, c'était peut-être plus un outil ou un dispositif de profilage racial.
Donc, c'est un des constats qu'on a fait avec un témoignage très riche là, de Harry Delva, d'ailleurs, qui nous a raconté son histoire à Saint-Michel dans les années 80. Et puis par la suite, avec notre invité Najat Bougaba, on a vu un nouveau modèle de contrôle des jeunes racisés, qui est celui de l'étiquette de la radicalisation. Donc, à partir des années 2014-2015, on a vu que cette étiquette-là a connu un parcours similaire à l'étiquette de gang de rue dans les médias, dans le champ des différentes expertises qu'on a formées à Montréal, au Québec, et puis qui a permis de renouveler ces modèles-là de contrôle, non seulement des populations marginalisées ou racisées à Montréal, mais aussi des familles issues de l'immigration à travers l'imposition de modèles de compétences parentales, de modèles de surveillance des enfants, etc. Et puis finalement, en troisième séance, on a eu l'invité Will Prosper avec notre séance qui s'intitulait le spectacle de Montréal-Nord. Donc là, on a été un petit peu plus en profondeur dans la production d'images stigmatisantes de certains quartiers montréalais, entre autres à travers les médias. Et finalement, notre dernier atelier a permis de voir comment ces images-là, qui sont souvent produites dans les médias, qui sont très clichés, parviennent par la suite à être consolidées par différents experts qui sont financés par les institutions publiques et qui parviennent à consolider ces catégories-là, que ce soit gang de rue, radicalisation, sans vraiment régler leurs problèmes, leur portée stigmatisante, si on veut. Donc, c'est avec René-André Brisebois, qui est de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Et puis, avec ça, on arrive à la séance d'aujourd'hui, que Leslie va pouvoir introduire un petit peu plus en détail. Et puis, elle va pouvoir passer la parole aussi à notre invitée, Marie-Laine Lopez, qui va pouvoir se présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benoît et merci Maria pour cette introduction et cette mise en contexte. Et donc merci surtout à Marianne d'avoir accepté notre invitation pour cette série de conversations sur la question de la sécurité urbaine. Oui, mais plus largement, je pense qu'aujourd'hui, en accueillant Marianne, qui est coordinatrice à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia et membre fondatrice de la Coalition pour le définancement de la police, mais aussi vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec. Je pense qu'on décloisonne aujourd'hui cette idée qu'on a on va aborder un décloisonnement de l'idée de la sécurité qu'on a travaillé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a surtout, comme vient de l'expliquer Benoît, apporté notre réflexion et travaillé sur la notion de la sécurité de manière très traditionnelle au final, où on questionne les rapports avec la police, avec la présence des personnes racialisées dans l'espace public. Mais je pense qu'en invitant Marianne, qui est une militante, une activiste afroféministe et organisatrice communautaire, qui va justement, comme elle se présente elle-même, s'attaquer aux problèmes liés au racisme anti-noir, à la violence sexuelle basée sur le genre et aux interactions, je pense qu'on va pousser la question un peu plus loin aujourd'hui. Ce qui va nous amener nous-mêmes, et je pense à Benoît, parce qu'en discutant aujourd'hui, Benoît et moi, en préparant cette séance, je pense que ça nous amène quelque part à notre propre limite sur la contribution de la sécurité. Puisque si on prend les approches dominantes de la sécurité urbaine, on va prendre rarement en compte les enjeux tels que la violence intime et sexuelle, les inégalités de genre et le racisme systémique dans toute leur complexité et dans leurs interactions. Et surtout, comme on le voit encore et on le voit trop souvent, les dispositifs de sécurité urbaine et la réponse institutionnelle vont eux-mêmes produire des effets indésirables quelque part, en accentuant le sentiment d'insécurité des populations. Et c'est là où, si on prend un rebours, on fait un pas de côté sur la question de la sécurité, on essaie de comprendre ou de questionner la question de sécurité à partir des approches féministes et intersectionnelles, on se rend compte qu'on observe une décentration des risques, de qu'est-ce qui est considéré comme un risque, qu'est-ce qui est considéré comme un danger et qu'est-ce qui est considéré comme une menace. On observe une décentration sur deux plans. Premièrement, on observe une décentration sur la visibilisation de la place des femmes et des minorités LGBTQ
des minorités sexuelles LGBTQ sur le plan politique et dans l'espace urbain plus largement. Mais deuxièmement, on va déconstruire les perceptions hégémoniques et dominantes de la sécurité centrées sur l'hétéropatriarcat, la population blanche et les classes moyennes privilégiées. Donc, ce constat nous amène à la prise en compte d'autres facteurs d'insécurité. Les violences intimes et sexuelles, comme je l'ai répété, dans l'espace familier et domestique, par exemple, mais également dans l'espace public. Je pense notamment à l'événement qui est arrivé il y a quelques semaines dans le métro, avec une femme noire qui s'est fait violemment arrêtée par des agents de la STM. Mais je pense aussi à l'augmentation du nombre significatif de féminicides à Montréal depuis le début de l'année 2021. Donc, ce constat nous amène à poser deux questions aujourd'hui à Marliane, que je laisserai se présenter par la suite. Que signifie, premièrement, pour toi, la sécurité des citoyennes et des citoyens montréalais, des communautés noires et racialisées de la métropole? Et deuxièmement, comment développer une approche de la sécurité qui prenne en compte les violences intimes et sexuelles, les inégalités de genre, le racisme systémique et les effets du capitalisme racial? Ça fait beaucoup. Et je te laisse te présenter, Marliane. Peut-être qu'on peut commencer plus. Et la conversation, comme on l'a fait dans les conversations, alors on va suivre, on aura d'autres questions qui vont venir. Merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être je pourrais commencer par me présenter et vous expliquer comment, à travers mon parcours, je suis arrivée à être membre cofondatrice de la Coalition pour le définancement de la police. Donc, quand je suis arrivée ici à Montréal en 2015-2016, j'ai commencé à travailler au regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis, je coordonnais le volet qu'on appelle intersectionnalité, que avait le mandat d'accompagner les centres, les CALAX, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, adopter des politiques plus inclusives, à améliorer leur approche d'intervention auprès des communautés culturelles et aussi auprès des groupes minoritaires de femmes. Et puis, j'ai aussi été confiée à un moment donné les dossiers de justice. Donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment beaucoup plus à explorer les façons où c'est comment les mouvements violence, contre la violence faite aux femmes, c'est beaucoup appuyé ou c'est rendu avoir une dépendance accrue à la police et au système de justice criminelle pour adresser les violences à caractère sexuel. Donc, comme je vous expliquais, moi, je travaillais beaucoup avec des groupes qui intervenaient auprès des minorités des femmes. Quand je dis minorité des femmes, je parle des femmes racisées, des femmes immigrantes, des femmes queer, des femmes sans statut, des femmes en situation d'handicap et aussi des femmes autochtones. Et puis, quand j'avais les dossiers de justice, il y avait toujours le constat que déjà, quand on parle des victimes de violences à caractère sexuel, la majorité ne portait pas plainte. La majorité ne vont pas aller à la police. Donc, il y a vraiment un manque de confiance en ce qui concerne la police comme institution qui peut répondre aux violences genrées. Donc là, j'ai dû beaucoup faire des recherches sur les barrières qui existaient pour que certaines femmes accèdent au système de justice. Et puis, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits entre 2016-2019, notamment les MeToo, notamment le dévoilement du dossier des plaintes qui sont jugées infondées parce que la police juge qu'il n'y a pas assez de preuves pour établir un crime. Donc, tout ça, tous ces dossiers m'ont poussé à explorer d'autres chemins pour, je pense, pour que les survivantes des violences à caractère
sexuelle puissent avoir une reprise de pouvoir, puissent avoir un sentiment de sécurité. Puis je me suis beaucoup tournée vers des auteurs et militantes afroféministes abolitionnistes. Quand je dis abolitionniste, je veux dire, je ne parle pas de la cooptation du terme abolitionniste qui a été coopté par une partie du mouvement féministe qui veut éliminer le travail du sexe. Moi, je parle de abolitionniste comme l'héritage radical afroféministe qui croit profondément que à l'abolition de prison et de la police et puis à l'investissement dans des systèmes vitaux de soins pour garantir la sécurité de tous et toutes. Donc moi, c'est à travers des lectures abolitionnistes que moi, j'ai commencé à beaucoup plus explorer d'autres avenues pour adresser les violences à caractère sexuel. Donc, ça, c'est peut-être une petite introduction de pourquoi je fais le travail que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que Benoît, tu as une question où je peux… Moi, j'allais relancer une de tes questions que tu avais posées. En fait, je serais vraiment intéressé. Je trouve que c'est très riche, puis ça nous descend, ça nous amène à nous décentrer des manières dominantes de voir la sécurité. J'aurais envie de savoir quelles pistes offrent les perspectives afroféministes pour penser la sécurité à l'extérieur de l'institution policière, par exemple. Donc, dans le travail que je fais, j'ai eu à me questionner pourquoi, quand on parle de sécurité publique, la plupart des personnes pensent à la police. Pour moi, la sécurité, c'est de l'absence de violence. Donc, pour moi, c'est très difficile de comprendre comment on peut s'appuyer sur des systèmes qui perpétuent la violence, comme les prisons et la police. Donc, c'est sûr que c'est dans cette optique que j'ai été poussée à voir d'autres alternatives. Et puis, c'est autour de cette perspective que la coalition essaie de pousser une conversation publique autour de la réimagination de la sécurité publique. Une sécurité que soit équitable et accessible à toutes et à tous. Parce qu'en ce moment, quand tu parles de sécurité, je ne pense pas que ça veut dire la même chose pour tout le monde. Quand on fait face à nombreux facteurs d'inégalité, c'est accès au logement, accès à l'éducation, accès aux loisirs, accès à la santé physique ou mentale. C'est quand il y a des populations qui n'ont pas accès à tous ces systèmes vitaux, on ne peut pas parler de sécurité. On ne peut pas parler de sécurité publique. Donc, c'est pour ça que, pour moi, si on veut vraiment réimaginer une sécurité publique pour tous, il faut vraiment réinvestir dans des systèmes vitaux qui permettraient les populations plus en marge, les populations plus vulnérables à pouvoir accéder à cette vision de sécurité publique. Et moi, peut-être que j'avais une question justement sur, parce qu'on parle justement comme tu l'as dit, sur la question de l'abolition de la prison et le définancement de la police pour le refinancement du logement, de l'éducation, de la santé. Mais souvent, j'ai l'impression, dans les recherches que tu as faites, comment tu expliques le contexte au Québec et à Montréal en particulier? Comment on est arrivé à cette crise de la confiance dans les institutions et plus largement que la police, par exemple, j'ai l'impression. C'est-à-dire comment, dans ce sentiment de sécurité qui est plus large que juste l'espace public, la circulation dans l'espace public, mais qui rejoint la précarité, la pauvreté et l'accès à des droits humains, en fait, quasiment, j'ai envie de dire. Comment tu l'expliques justement cette situation à Montréal?
Donc, je pense que si on prend le temps avant la pandémie, pour beaucoup de communautés, la sécurité n'équivalait pas à la police parce que si on prend les communautés, beaucoup de communautés noires, autochtones, il y a un historique de violence, il y a un historique profilage racial, brutalité. Donc, c'est sûr que on ne peut pas dire sécurité équivaut police pour beaucoup de communautés. Et moi, j'étais beaucoup confrontée à ça dans mon travail de lutte contre les violences à caractère sexuel. Je peux vous donner un exemple. Souvent, il y avait des centres d'aide CALAX qui offraient un accompagnement en matière de judiciaire, donc porter plainte à la police. Et puis, il y avait des policiers qui pouvaient venir au centre pour accueillir la plainte pour que la femme n'aille pas se présenter à un poste de police. Mais le problème, c'est que pour une femme, ça peut être correct, mais pour beaucoup de femmes victimes, comme des femmes autochtones, voir la police dans un centre où elles vont chercher du soutien, où elles vont chercher un accompagnement, ça va les pousser à ne pas, ça va être comme un élément qui va les dissuader d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a toujours eu à cause de l'historique d'esclavage, colonisation, il y a toujours eu une méfiance envers la police et les institutions étatiques de la part de certaines communautés. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un moment où on confronte une pandémie qui est mondiale. Et puis, on a vu comment le gouvernement a décidé de policier la pandémie, police the pandemic. Puis, il y a eu une grande chute de confiance dans les institutions étatiques, y compris la police. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on parle de définancement de la police, quand on parle de réimaginer la sécurité publique, il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a eu le sondage qui a été fait avant l'adoption du budget l'année passée. Puis il y a une grande majorité qui était favorable à un définancement de la police. Et puis moi, je ne pense pas que c'est anodin. Je pense qu'on se trouve dans un moment opportun, même si je ne veux pas banaliser la souffrance que cette pandémie a amené à nos communautés. Mais je veux dire, on est dans un moment historique où la confiance qu'on a envers les institutions publiques, envers l'État, envers des institutions comme la police a chuté. Et puis, les gens veulent entendre des alternatives. Les gens ne font plus confiance nécessairement au pouvoir qu'on confère à la police. Je pense que même si tout le monde n'est pas d'accord avec le définancement de la police, moi, je pense qu'une grande majorité de personnes sont d'accord qu'on confère bien trop de pouvoir à la police, trop de mandats qu'il ne devrait pas en avoir. Donc, ouais. Et en même temps, en fait, j'ai l'impression que dans le définancement, l'idée, c'est de s'intéresser à quelque chose qui était sur le budget. En fait, quelle place prend la police, l'institution policière sur un budget par rapport à d'autres questions comme le logement, la santé, l'éducation. Mais aussi comment on conçoit la sécurité publique. Parce qu'on voit avec ce gouvernement, que ce soit provincial, municipal ou même fédéral, que pour ce que le gouvernement veut nous faire croire, c'est que sécurité équivaut au financement des systèmes policiers, et ce n'est pas la vérité. Pour moi, et puis on peut faire des parallèles avec d'autres pays. Moi, je suis cubaine, je suis d'origine cubaine, et puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont venir jouer un rôle, mais je veux dire, il y a les chiffres par rapport à la violence, par rapport à ce qu'on appelle la criminalité ici, sont très bas parce que, veut pas, même si les systèmes a ses failles,
tout ce qui est, il y a quand même une prise en charge des systèmes de santé, services sociaux. Donc, cela en soi est une partie comme essentielle de la sécurité publique. Donc, quand tu vois des pays qui investissent vraiment beaucoup dans tout ce qui est éducation, santé, services sociaux, tu vas voir que ce qu'on appelle sécurité ou ce qu'on appelle insécurité va être beaucoup plus bas qu'ailleurs. Et puis, moi, je crois profondément, si on continue à désinvestir dans l'éducation, dans l'accès au logement, dans l'accessibilité universelle, parce qu'il faut aussi parler des personnes en situation de handicap, si on continue à désinvestir dans le système de santé, on va continuer à avoir des niveaux beaucoup plus élevés d'insécurité. Et comment est-ce qu'on va répondre à cette insécurité? Est-ce que c'est en finançant encore davantage la police? Si on fait ça, je ne pense pas qu'on va avoir, des gains par rapport à la sécurité. Alors, j'ai peut-être deux questions, moi, pour moi. Est-ce que tu dirais, juste parce que tu as parlé de la pandémie, mais est-ce que tu dirais que la surveillance qu'il y avait auprès des communautés noires racialisées avant la pandémie est quelque chose qui s'est généralisé, en tout cas, qui a été plus largement sur la population plus générale, dont la population blanche, par exemple? Et est-ce que, ma deuxième question va suivre aussi, la première, est-ce que cette généralisation de la surveillance et de masse, quelque part, ne s'est pas justement accentuée aussi pour les populations noires et racialisées dans le même… Et je prends l'exemple, par exemple, de Parc Extension, où il y a une recherche qui a été faite qui montre que, en fait, dans le même contexte, et j'en parlais un peu avant, c'est-à-dire que les jeunes racialisés ont été plus ciblés qu'à l'accoutumée avec la pandémie. Ils ont reçu plus de tickets. La recherche va sortir bientôt, mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette généralisation de la surveillance de masse, d'un côté, pour la population générale, la population blanche en particulier, les classes moyennes privilégiées, et comment dire, et plus largement les Montréalais et les Québécois. Et deuxièmement, comment finalement, comme tu le disais aussi, c'est-à-dire au-delà de la question sanitaire, parce qu'on sait aussi que les communautés noires et racialisées ont été plus particulièrement affectées par la question sanitaire, comment cette surveillance, qui était déjà vécue de manière une sursurveillance, qu'est-ce qui s'est passé pour les communautés noires et racialisées pour toi? Ben, je pense que tu as pas mal répondu à ta propre question, mais juste pour faire du pouce, c'est comme tu dis, avant la pandémie, nos communautés noires autochtones ont toujours vécu une surveillance accrue. Et puis de là, et puis l'historique colonial, esclavagiste de ces pays a fait en sorte qu'il y a une méfiance envers la police. Là, maintenant, on a la pandémie, et puis je pense que oui, comme tu dis, cette surveillance est davantage, c'est sûr que on la voit davantage avec les communautés racisées, communautés autochtones, mais je pense que les communautés non racisées ont pu écouter aussi qu'est-ce que c'est cette surveillance. Et puis, même si l'impact n'est pas le même, parce que c'est quand tu vois les témoignages des personnes qui se font ticketer, c'est quand tu vas au parc. Moi, je vis dans un quartier qui est il y a une grande représentativité des communautés culturelles. Je suis à Côte-des-Neiges, et puis quand je marche pour aller chercher mon fils qui étudie à Plamondon, à côté du métro Plamondon, je croise, je ne sais pas combien de patrouilles je croise au quotidien. Tandis que quand tu vas dans des secteurs où il n'y a pas une forte concentration de communautés culturelles, tu vas en avoir moins. Mais tu sais, aujourd'hui, quand tu vas au parc en pleine pandémie, tu vois les patrouilles partout, tu vois, et je pense que ça a un peu créé une conscience chez les personnes qui ne sont pas racisées ou qui auparavant n'étaient pas exposées à ce niveau de surveillance policière. Et puis, il y a certaines qui vont réfléchir, qui vont chaîner dans leur réflexion et puis qui vont
je pense que c'est pour ça qu'on est plus ouverte à avoir cette conversation à pourquoi on ne réimagine pas la sécurité publique, pourquoi est-ce qu'on n'investisse pas dans d'autres systèmes qui ne soient pas, qui ne s'appuient pas sur la violence. Je pourrais réagir, Leslie. Je réfléchis en même temps parce que c'est vraiment très riche ce que vous apportez. Mais j'aimerais ça vous entendre réagir à un discours qui a circulé récemment dans l'espace médiatique, entre autres, que vous avez sans doute vu passer, qui attribue finalement au mouvement de définancement de la police et qui attribue aussi au mouvement de lutte contre le profilage racial. Le désengagement? Oui, donc, qui leur attribue finalement à ces mouvements de lutte de définancement de la police. Finalement, c'est vu comme étant des obstacles au travail policier. Donc, parfois, il y a des criminologues et puis certains journalistes un peu plus polémiques qui amènent ces arguments selon lesquels, finalement, les policiers, comme ils tentent d'éviter maintenant de faire du profilage et qu'ils auraient moins de moyens à cause du définancement, ne pourraient pas intervenir auprès des jeunes qui auraient des armes à feu, par exemple, si on parle des problèmes de sécurité publique dans le nord-est de Montréal. Et ça résulterait en plus de violence. Donc, c'est une rhétorique qui est quand même encore embryonnaire, mais qu'on a vu récemment dans les médias. Leslie et moi, on en parlait il y a quelques séances. Et puis, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que de formation, j'ai étudié l'Amérique latine, donc c'est peut-être un lien avec aussi votre expérience à Cuba, où le crime est beaucoup plus présent dans les quartiers défavorisés ou populaires. Et puis, c'est une rhétorique qui est extrêmement présente au Brésil, par exemple, où on attribue au mouvement de défense des droits humains, finalement, la responsabilité de l'augmentation des homicides, parce qu'on dit que ce sont des obstacles au travail de la police. Les policiers ne peuvent plus intervenir comme ils le voudraient. Donc, il y a des crimes qui se commettent. Je ne sais pas si je suis clair, c'est une idée assez complexe et j'essaie de synthétiser ici, mais il y a ce mouvement. Je ne sais pas si Leslie, des fois, tu peux retraduire de manière plus simple, mais il y a cette idée que le définancement de la police va résulter directement en une augmentation des violences. Donc, je ne sais pas si c'est un discours que vous avez vu, puis... Mais j'ai l'impression que c'est... Vas-y, Leslie. C'est une vision très dominante de la sécurité. En fait, c'est de renforcer au lieu de questionner la place qu'on en attribue, d'essayer de penser la sécurité de manière plus large. On va essayer de renforcer l'appareil sécuritaire et la force en disant c'est la force qui va répondre à un problème plus que d'essayer de se questionner sur les sources du problème. C'est ça ce que tu dis, par exemple, dans la présence d'approches alternatives, de questionnement de la présence policière, va être utilisée pour tenter de renforcer la présence policière. C'est peut-être, si j'ai bien compris... Oui, puis moi, ce que je dirais, bon, pour être simple, là, je trouve que ce discours, c'est totalement du bullshit, là. Mais je veux dire, je pense que c'est la police en ce moment-là, comme institution, souffre d'un problème de confiance. Les gens, il y a une perte de confiance de la part des communautés. Puis, ils sont en train de chercher des manières pour justifier la surveillance accrue, c'est plus de financement, puis ça fait un peu partie de la relation, le relationniste public, là, d'essayer de diaboliser certains collectifs ou mouvements sociaux afin de justifier le fait qu'on continue à
injecter des fonds dans une institution qui n'a pas produit des résultats concrets en matière de sécurité publique. Donc, pour moi, je pense que c'est cette, j'ai vu, il y a eu plusieurs articles qui parlaient des engagements des policiers, mais je me dis, oh my God, si ça c'est désengagement, je ne veux pas voir qu'est-ce que c'est engagement, surtout dans un contexte de surveillance accrue durant la pandémie. Et puis, si on revient à la violence genrée, qui est le terrain de mon expertise, c'est les victimes de violences, que ce soit des groupes, les victimes qui font partie des groupes majoritaires ou des groupes minoritaires, il n'y a pas une confiance dans la police comme une institution qui peut protéger, offrir de la justice. Parce que les statistiques les démontrent, la plupart des victimes ne portent pas plainte à la police. Que ce soit des victimes blanches ou victimes racisées, la plupart ne portent pas plainte. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire là? Est-ce que c'est à cause des désengagements de la police? Je n'avais pas entendu, je pense. Alors moi, j'ai deux questions aussi, là encore. Mais justement, parce qu'on n'a pas abordé la question de violence intime, justement. En fait, moi, une des questions que j'avais, c'est au-delà de la présence policière, du travail policier, c'est peut-être quel est l'impact un peu de cette pandémie dans les espaces qu'on voit moins, les espaces intimes, peut-être. C'est ça une des questions que j'avais. Désolée, est-ce que tu peux répéter? Il y a mon fils qui est venu. Non, sans problème. En fait, ce que je disais, c'est justement, en sortant un peu, justement, quel est l'impact, peut-être en revenant sur la pandémie, quel est l'impact de cette pandémie sur les questions intimes, la violence intime et sexuelle, sur la place, un peu, parce qu'on en parle moins encore. On prend, comme tu dis, la crise de la confiance dans l'institution de la police, mais auprès de la population, auprès des citoyennes, qu'est-ce que ça a produit, cette sursurveillance dans l'espace public, et au final, ce décentrement du regard où on a laissé les espaces intimes et on les a renfermés sur eux-mêmes, j'ai l'impression. Bon, oui, là, tu parles du facteur de l'isolement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolement avec la pandémie, mais il faut contextualiser dans le sens qu'il y a beaucoup de communautés qui vivaient un isolement vraiment intense avant la pandémie. Des communautés minorisées, des communautés vulnérables, qui n'avaient pas accès à beaucoup de services, que ce soit sociaux, que ce soit de santé. Puis avec la pandémie, cet isolement s'est un peu généralisé, mais pour ces communautés qui faisaient déjà face à l'isolement, cet isolement, ça a augmenté. Donc oui, c'est sûr et c'est pour ça qu'on va voir une augmentation des cas de violences genrées, de violences domestiques. Et puis, mais je pense que c'est le résultat du fait qu'on a mal investi, on n'a pas investi assez dans des services, dans des services communautaires pour adresser les racines d'abord de la violence, mais aussi pour intervenir auprès des survivantes. Et puis, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Puis, je ne sais pas si après, on va parler de prévention, parce que je pense que aussi, c'est quand on parle de sécurité publique, on parle aussi de prévention. Et puis, la manière qu'on fait la prévention par rapport à la violence genrée, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Et puis, c'est parce qu'on dépend de manière exagérée sur un système punitif, sur un système carcéral qui ne arrive pas à dissuader les personnes à ne pas commettre ce genre de violence. Donc là, il faut aussi, si on dit qu'il faut réimaginer la sécurité publique, il faut également réimaginer la prévention. Et puis, c'est un peu là-dedans aussi que je mets beaucoup d'énergie
je ne sais pas si on aura le temps de parler plus tard, mais à Montréal-Nord, je collabore avec le projet Hood Stop les violences sexuelles. Et puis, une partie clé de ce projet-là, c'est réimaginer la prévention et puis faire une prévention auprès des jeunes qui ne soient pas stigmatisants, qui ne soient pas punitifs, qui ne se reposent pas sur une logique ou une approche carcérale. Je pense que tout ça ensemble est important quand on parle de réimaginer la sécurité publique. Et peut-être comment, parce que ça c'est très, comme tu dis, c'est à Montréal-Nord et avec Woodstock. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives à l'échelle de la ville qui prennent un peu cette approche-là, de repenser la prévention en intégrant l'approche les questions de genre, les questions de l'intimité, comme tu disais, dans une approche non stigmatisante et non répressive au final? Oui, il y a des organismes communautaires. Il y a Head and Hands à NDG qui a aussi un projet d'éducation à la sexualité qui s'appelle The Sense Project. Et puis, ils abordent les violences à caractère sexuel, ils abordent la violence genrée et d'une manière qui est non stigmatisante, qui donne le pouvoir aux jeunes pour briser les silences, pour guérir, pour se responsabiliser en tant qu'individu, mais aussi comme communauté, afin de prévenir et adresser les racines de la violence basée sur les gens. Donc oui, il y en a. Le problème, c'est que ces projets aussi sont très peu financés. Le gouvernement va avoir tendance à financer des projets de grands, des organisations mainstream qui travaillent en violence faite aux femmes, qui de suivre la tendance néolibérale de s'attarder sur des cas individuels et puis de mettre la pression sur les gouvernements pour accroître la réponse du système de justice par rapport aux violences genrées. Mais on s'est éloigné du travail grassroots que faisaient les organismes sur le terrain au début là, et que essayer de lutter contre, qui adressait vraiment les racines structurelles de la violence genrée. Et puis si on parle des communautés LGBT, par exemple... Excuse-moi? Non, vas-y, je te laisse terminer. Si on parle des communautés LGBTQIA+, il y a aussi un manque de financement des organismes pour adresser ces violences-là, parce qu'on a toujours tendance à financer les mêmes organismes, les gros regroupements qui travaillent en violence faite aux femmes, mais qu'est-ce qu'on fait avec les communautés minoritaires qui sont plus en marge, qui n'ont pas accès aux services, qui peuvent pas faire confiance à la police? Je parle des communautés trans, je parle des communautés LGBTQIA+, en général. Qu'est-ce qu'on fait avec ces survivantes-là? Et tant qu'on n'adresse pas comment la violence affecte toutes nos communautés, et puis les racines de cette violence-là, on ne va pas réussir à accéder à cette vision qu'on a de sécurité publique. Alors, c'est ça mon autre question. Justement, j'ai l'impression que même le modèle de financement des initiatives un peu dominantes est un facteur d'insécurité de ce que tu dis. Mais comment on pourrait, quelle perspective tu vois pour repenser le modèle d'intervention ou d'accompagnement des populations pour les parts et pour les populations noires et racialisées par eux-mêmes? Comment repenser ce modèle-là? Mais il faut vraiment s'attaquer au modèle néolibéral qui fait en sorte que, si tu vois, on est dans un contexte d'austérité où les organismes communautaires sont de moins en moins financés. Ils dépendent beaucoup sur le financement par projet. Et puis, comme c'est par projet, c'est le gouvernement qui va dicter sur quoi ils veulent, sur quelle optique, sur quel projet ils veulent investir. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de
d'organismes communautaires se trouvent à travailler dans une optique carcérale parce que tous les appels de projets sont dans cette logique-là. Et puis, quand on parle de violences genrées, on va vouloir investir davantage dans le système de justice, qui ne marche pas pour les survivantes, à la place d'investir dans les ressources de première ligne, dans les ressources de prévention. Il n'y a personne qui veut investir dans la prévention parce que, on est dans un contexte néolibéral où aussi on veut des résultats demain. Et puis, la prévention, ça prend du temps. Il faut commencer avec les plus jeunes à faire la prévention, mais d'une manière, comme je dis, il faut réimaginer la prévention. Ce n'est pas envoyer des policiers dans les écoles pour parler des violences genrées, pour parler des PIM, pour parler d'exploitation sexuelle. Ça ne marche pas. Ça crée juste une plus grande stigmatisation de certaines communautés. Ça crée un désengagement des jeunes aussi dans la lutte contre les violences genrées parce que on les présente toujours comme faisant partie du problème et non pas de la solution. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est grand. C'est J'avais encore plein de questions. Je pense qu'on peut en discuter pendant des heures, j'ai l'impression, parce que c'est encore une logique de chiffres, de culture du résultat, parce que les policiers vont chiffrer, ils vont rentrer tout de suite dans la logique carcérale, comme tu disais, en donnant des chiffres précis de combien de jeunes ils ont touché, quel effet ça a fait, en quantifiant quasiment l'effet, alors que là, j'ai l'impression qu'on parle plus de quelque chose Moi, j'ai travaillé dans les milieux, ces statistiques sont cumulées par rapport à combien de classes ils visitent, avec combien d'élèves sont là, mais ce n'est pas des vrais résultats. C'est quelle transformation qu'ils ont réussi à faire si on voit que les chiffres ne font qu'augmenter les chiffres de cas de violences à caractère sexuel, de violences conjugales, de violences genrées en général. Là, ça ne continue qu'augmenter. Donc là, il faut je pense qu'on se pose déjà des questions. Est-ce qu'on est en train d'investir dans les bonnes institutions? Pourquoi est-ce que c'est la police qui va dans les écoles et non pas les organismes communautaires? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le pouvoir aux jeunes pour qu'ils puissent adresser ces problématiques avec une vision, une analyse critique? Tu vois, on ne donne pas assez de crédit aux jeunes. On les traite. Moi, je pense que la clé, c'est vraiment en donnant ces pouvoirs aux jeunes, de pouvoir aborder ces questions qui les touchent et de briser, parce que pour nos communautés, il s'agit de parler des traumas intergénérationnels. Là. Donc là, c'est de leur donner le pouvoir de briser ces cycles-là de violence et pouvoir transformer par la suite nos sociétés. Merci beaucoup, Marliane. Je pense qu'on va passer aux questions du public parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. À moins que Benoît, ou Maya ou Ridolphe, vous ayez une dernière question peut-être avant de passer aux questions du public? Je préfère, moi, laisser la parole au public s'il y a des questions. Sinon, j'ai des questions, c'est certain. Mais là, je n'arrive pas à voir s'il y a des questions. C'est pour ça que je vous laisse regarder. Je te laisse Maya, si tu veux y aller, comme tu veux. Je vais lire la question, c'est un spectateur anonyme. Donc, en attendant de régler les racines de la violence, qui est la solution, des armes n'ont jamais autant circulé dans le nord-est de Montréal et les citoyens ont peur pour leurs enfants et exigent plus de présence policière. On sait que ce n'est pas la solution, mais vous répondez quoi à ces citoyens? Donc, moi, je pense que moi, j'ai vécu beaucoup de temps, toute ma jeunesse, mettons, adolescence, dans le sud des États-Unis. J'ai vécu plusieurs années à la Nouvelle-Orléans, au moment où c'était la ville avec les taux de criminalité les plus élevés aux États-Unis, où il y avait la problématique qu'on appelle les gangs de rue. À l'âge de 13 ans, j'ai fréquenté des gangs de rue. Donc là, si moi, je peux cheminer et réaliser que la police et les institutions carcérales n'offrent pas de solutions véritables à la sécurité, je pense que tout le monde peut avoir cette réflexion. Je peux comprendre les parents qui ont peur, mais je veux dire, moi, j'ai un enfant qui est neuroatypique,
il est noir. Et moi, j'ai peur quand il va sortir dehors toute seule. Parce que, tu sais, on sait que certaines communautés se font davantage surveiller. Donc, pour beaucoup de communautés, la police ne représente pas la sécurité. Et puis, quand on parle de définancement de la police, c'est pour moi l'abolition. Quand on dit que l'abolition, c'est maintenant, c'est parce que le cheminement vers cette monde qu'on veut voir, c'est maintenant. Mais je veux dire, on commence par des étapes. Et quand on parle de financement de la police, c'est parce qu'il faut voir leur budget et tous les mandats qu'ils ont dans leurs mains. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont des mandats qui ne devraient pas être dans leurs mains, qu'à la place de leur financer pour ces mandats-là, comme aller dans les écoles, on devrait financer des organismes communautaires qui connaissent bien les communautés, qui ont des relations de confiance avec ces communautés-là. Quand on parle de visites, wellness visits, pourquoi est-ce que c'est la police qui intervient là? Quand on parle de crises de santé mentale, pourquoi est-ce que c'est la police qui intervient là? Il y a beaucoup de secteurs où la police intervient qui ne devraient pas, ils ont pris la place d'autres acteurs. Et si on réinvestissait dans ces acteurs-là communautaires, on verrait beaucoup de différences. Il s'agit, c'est là la vraie question, là, c'est pourquoi est-ce qu'on investit autant dans la police, dans plusieurs secteurs qu'on sait qui ne sont pas capables de produire des résultats et de vraiment contribuer à une véritable sécurité. Donc, c'est ça que je réponds quand les gens me posent ce genre de questions. Merci beaucoup. On a une deuxième question de Dina Hosseini. De plus en plus de personnes racialisées de nos communautés décident d'intégrer le service de police. Pensez-vous qu'il y a possibilité de changement? Comment cette action peut rentrer en contradiction avec les enjeux de racisme perpétués par le service de police? Donc, encore, je peux faire les parallèles avec les États-Unis. Les États-Unis aussi avec les pertes de confiance qui existent dans certaines communautés, ils ont fait des campagnes pour embaucher des personnes des communautés culturelles. Et puis, ça ne change rien parce que nous, on ne parle pas de mauvais policiers, on parle d'un système qui a un héritage colonial, esclavagiste, de violence et qui produit de la violence davantage sur certaines communautés. Donc, avoir un policier noir, ça ne va pas changer la donne. On voit aux États-Unis et ailleurs des policiers noirs tuer des noirs. Parce que pour moi, ce n'est pas juste un problème individualisé, c'est un problème de système. Donc, en mettant des policiers des noirs dans des uniformes de policiers, ça ne va pas changer le problème. Et puis, je pense que c'est là l'opportunité de distinguer entre des politiques réformistes auxquelles je n'adhère pas et des politiques qui sont abolitionnistes. Les politiques réformistes vont justifier l'octroi de plus de financement. Quand on parle de politique réformiste, on parle de body cams, on parle de l'embauche de plus de policiers, mais racisés. On parle, on parle de formation, on invente 10 000 genres de formations pour améliorer les interactions entre la police et certaines communautés. Et puis, ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est la manière que ce système trouve pour assurer sa survie et puis assurer un financement. Ils doivent réformer pour se reproduire, pour reproduire le même système. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'adhère plus à des politiques qui sont abolitionnistes. Et c'est juste pour donner un dernier exemple. Une politique réformiste va dire va vouloir, mettons, fermer une prison dysfonctionnelle et investir l'argent dans une prison moderne qui soit jugée plus humaine. Mais c'est une prison pareille, là. C'est la même dynamique, c'est la même violence qui s'est reproduite à l'intérieur. Donc, c'est juste pour dire que quand je parle de politiques non réformistes, je parle des politiques qui vont viser à démanteler cette système carcéral. Et puis, même si ça ne va pas arriver d'ici au
à demain, il faut commencer quand même à cheminer dans un processus où on peut réimaginer d'abord la sécurité publique, réinvestir dans des systèmes vitaux de soins, parce que c'est ça, les politiques abolitionnistes vont pousser pour qu'on réinvestisse dans des services vitaux qui vont venir répondre aux problèmes d'insécurité. Donc, ce n'est pas juste définancer pour définancer, c'est définancer la police pour réinvestir dans des systèmes vitaux de soins. Merci. Et les 27, on voulait justement pas prendre trop de temps à Marie-Liane qui avait un autre engagement plus tard. On peut peut-être prendre une dernière question. S'il y a quelqu'un dans le public qui veut lever la main ou prendre la parole, ou si Leslie et Benoît, vous avez une question encore? Benoît, tu veux poser une question? Écoutez, je n'ai pas vraiment de questions. Je veux juste remercier vraiment Marie-Liane Lopez parce que je trouve ça extrêmement riche. Puis, je n'ai pas de questions qui peuvent être répondues dans 30 secondes. Il nous reste peu de temps. Puis, en fait, en ce moment, je réfléchis plus que j'ai des questions qui me viennent. Donc, Leslie, je te laisse la parole si tu as une question. Moi, je n'avais pas forcément de questions, j'allais plus faire vraiment un commentaire et une synthèse et remercier surtout Marianne pour d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Mais je pense que ça vient bien clôturer en tout cas notre série de conversations parce que la prochaine fois, on va avoir une table ronde, donc on va inviter plus des gens de terrain, mais comme tu disais, tu es aussi une personne de terrain, c'est pas juste c'est à la fois la recherche, la pensée, la pratique que tu nous as apporté aujourd'hui, justement, parce que dans ce que tu nous as présenté, c'est à partir d'une expérience de terrain que tu as, j'ai l'impression, questionné tout ça. Quel est le sens de la sécurité? Quel est le sens des actions des institutions et de la police en particulier? Est-ce que la police va venir servir les intérêts des citoyennes en particulier et des citoyens plus largement? Et je pense que ça vient bien clôturer toute la série de conversations qu'on a eues sur comment certaines étiquettes comme les gangs de rue, la radicalisation ont été créées par un discours sensationnaliste, alors que quand on ramène à des choses plus ordinaires, des choses du quotidien, dans les espaces intimes, des endroits qu'on ne va pas regarder, si on prend en compte qu'est-ce que signifie la sécurité et les insécurités dans ces espaces-là, comme tu l'as bien dit, on change complètement notre vision de tout ça et on commence à discuter d'autres choses. Est-ce que les prisons sont des institutions qui font sens pour nous en tant que société? Est-ce que la police nous protège vraiment? Et est-ce que nos écoles sont là pour servir leurs élèves? Donc, vraiment, merci beaucoup, Marianne, pour ta contribution. Et je pense qu'on reste en contact sur toutes ces réflexions. On te partagera aussi, je pense qu'on va écrire une synthèse de tout ça. Et c'est surtout, en fait, parce que je réfléchis aussi en même temps, mais la question du modèle de financement, même des organismes communautaires et du milieu communautaire, est en partie aussi. Et pour moi, c'est ça que tu l'as dit, qu'on n'aurait pas pu questionner avant si tu nous avais pas amené ça. C'est-à-dire que si on finance toujours les mêmes organisations, qui proposent toujours les mêmes initiatives, à partir de toujours les vieux mêmes modèles, en fait, de vieilles formules qui viennent nous présenter des nouvelles solutions, mais qui sont en réalité les mêmes solutions qu'on a depuis 30 ans, qu'est-ce que ça nous apporte? Et on va essayer d'amener une thèse à partir de tout ce que tu nous as de toutes nos réflexions d'avant aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment une conversation très riche. Et puis, est-ce que ça va être disponible après, je ne sais pas, comme une capsule sur YouTube ou quelque chose? Oui, ben justement, ça m'amène justement au point. Déjà, ben merci à tout le monde. Merci à Marianne et à Leslie, Benoît et Rodolphe pour cette riche conversation. Et puis, c'est tout le but, en fait, c'est de semer plein de petites graines dans la tête de tout le monde. Et donc, en fait, ça fait partie d'une série. Comme disait Leslie, le prochain, ça va être une espèce de bilan qui va un peu regrouper toutes ces idées-là qui sont ressorties dans ces différentes conversations le 17 juin donc, prochain. Et puis, toutes nos vidéos sont sur notre page YouTube, donc Parole d'exclus.
Et sur nos réseaux sociaux aussi, il circule, donc sur les pages des événements, mais aussi sur notre page, sauf que bon, sur la page de Facebook, ça finit par disparaître dans l'actualité. Et puis, ben voilà, donc je vous invite à nous suivre, puis à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, I guess. Donc, sur ce, on va libérer Marianne, qui a été déjà très généreuse de son temps. Et merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et à la prochaine.